Bonsoir à toutes. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Une petite séquence flashback, on pourrait dire. On va se replonger 10 ans en arrière. J'ai entre les mains un livre. Et oui, on a beaucoup parlé d'appli, on a beaucoup parlé d'ordinateur aujourd'hui. Là, nous allons parler d'un livre, et pas n'importe quel livre, avec un titre qui était franchement, qui avait vu juste avant l'heure. La femme digitale, livre écrit par Isabelle Juppé il y a 10 ans maintenant. Il est sorti en janvier 2008, mais écrit en 2007. Il y a 10 ans, ce concept de femme digitale, vous l'avez mis en avant. Et aujourd'hui, vous êtes là, justement, toutes ces femmes digitales. Vous avez eu raison avant l'heure, Isabelle Juppé. Aujourd'hui, 10 ans après, quelles sont les différences entre les femmes digitales que vous aviez rencontrées à l'époque et les femmes digitales que nous avons tous vues aujourd'hui et que vous rencontrez encore aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai eu raison avant l'heure. Disons que j'ai peut-être eu une intuition. Cette intuition, c'était que le temps du numérique, qui était en pleine révolution, allait croiser celui des femmes. Et quand j'ai eu l'idée de ce titre, finalement, la femme digitale, maintenant, vous êtes toutes des femmes digitales et c'est vraiment devenu un concept qui a fait florès. Mais moi, au départ, c'était une sorte de petit clin d'œil à un livre qui s'appelait L'homme numérique, qui avait écrit un brillant américain qui s'appelle Nicolas Negroponte. Et donc, comme petit clin d'œil, homme numérique, j'avais voulu femme digitale. En plus, je trouvais que c'était plus romanesque, que c'était plus littéraire. Mais à l'époque, quand j'avais fait quelques petites interventions pour parler du bouquin, on me disait mais pourquoi digital, c'est anglais, pourquoi pas la femme numérique, etc. Et donc, je tenais à ça parce qu'en plus, digital, c'était les doigts. Et ça vient du latin qui veut dire doigt. Et ça me semblait la vie à portée de doigts, tous ces ordinateurs. Aujourd'hui, les smartphones, il y a 10 ans, c'était le début des smartphones. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Il y a à la fois beaucoup de choses qui ont changé et certaines qui n'ont pas changé. Donc, ça dépend si on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, ce qui est absolument extraordinaire, et moi, ça m'a enthousiasmée tout au long de cette journée, c'est de voir à quel point, aujourd'hui, effectivement, les femmes et les jeunes, les très jeunes femmes, n'hésitent plus une seconde. On a eu quelques exemples tout à l'heure assez impressionnants. N'hésitent plus à se lancer dans cette aventure. À l'époque, elles étaient plus timides ou plus âgées, en tout cas, celles que vous avez rencontrées? Il y en avait aussi qui avaient de l'audace, parce qu'il a toujours fallu de l'audace. Mais il y avait en gros, j'avais fait un peu 3 catégories. Il y avait les utilisatrices, les actrices et celles que j'ai appelées les magiciennes. Et les utilisatrices, c'était vous, moi, c'était tout le monde. C'est-à-dire le fait, je m'étais rendu compte que les femmes utilisaient beaucoup tous ces outils, mais un peu moins que les hommes à l'époque, alors qu'aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a plus de femmes que d'hommes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça, effectivement, les utilisatrices, elles sont plus nombreuses. Les actrices, celles que j'appelais les actrices, qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peu les entrepreneurs. Donc là, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, les start-upeuses. Ça, il y en a toujours, enfin, il y en a de plus en plus. Et puis celles que j'avais appelées les magiciennes, c'était, et là aussi on en a eu plusieurs exemples, c'était surtout des blogueuses. Et là, en fait, c'était parfois un peu par hasard. Je les avais appelées les magiciennes parce que je disais qu'elles réinventaient leur vie avec la baguette magique qu'étaient les blogs. Je pense notamment à une femme, par exemple, qui s'appelle Anne et qui a un blog que certaines d'entre vous connaissent qui s'appelle papillepupille.com, qui est devenu, mais qui était un des premiers blogs culinaires. Ouais. Et aujourd'hui, elle voyage dans le monde entier, elle vit complètement de son blog, mais son blog, c'est un toute petite chose par rapport à Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, ça a résisté. Pinterest. Enfin, elle est sur toutes les plateformes. Donc, il y avait parfois des parcours qui étaient un petit peu par hasard. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus décidé. Mais c'était à chaque fois des femmes qui avaient beaucoup d'audace et qui, et ça, je pense que c'est un encouragement pour tout le monde, qui, 10 ans après, sont toujours dans ces aventures. J'ai en tête aussi, par exemple, Cécile Moulard, qui est une femme absolument formidable, qui avait participé notamment à Amazon, Mythique, enfin, qui avait été parmi les pionnières, un peu comme Oriane Garcia, qui avait créé Caramel. Et Cécile, par exemple, elle vit à Malibu aujourd'hui et elle est partie il y a 5 ans aux États-Unis et elle est en train de créer un énorme réseau qui s'appelle Mix Air, complètement porté par des femmes et qui est en train de mettre en place des liens avec toujours ce
cette notion de lien et de partage entre les femmes dans tout un tas de communautés américaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, vous aviez pointé énormément de questions qui sont encore actuelles aujourd'hui. Vous avez vu des questions très importantes, notamment sur cette spécificité numérique des femmes, sur aussi le fait que les femmes doivent s'emparer de ces sujets. Vous l'écrivez dans votre livre, voilà, ce n'était pas forcément évident à l'époque, ça ne l'est pas encore forcément aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire pour que les femmes s'emparent de ces métiers, de ces problématiques. En fait, tout à l'heure, je disais, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et c'est pour ça que je pense il faut continuer à se battre et à faire des journées de femmes digitales. D'ailleurs, il y en a une à Bordeaux aujourd'hui en même temps, qui ne s'appelle pas la femme digitale, mais qui est aussi sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, il y a à peu près 2 ou 3 sujets qui restent majeurs. En termes d'éducation et d'orientation, les jeunes filles ne choisissent pas, en tout cas pour la partie technologique, vraiment pure, informatique, scientifique, parce que sinon elles sont très très nombreuses dans tous les autres aspects du numérique. Mais dans la partie technologique qui est quand même très importante, elle reste encore très très minoritaire, donc ça c'est un problème. Ça se retrouve évidemment donc dans la part, et on a eu plusieurs personnes qui nous ont donné des pourcentages qui sont tous inférieurs largement à 30% sur la place des femmes dans ces métiers-là. Donc c'est un problème. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu ce matin, mais qui est pourtant aujourd'hui, mais qui est pourtant une réalité, c'est que les femmes, finalement, ont plus de mal à lever des fonds aussi. Et parce que dans les investisseurs, et ça, il faut aussi que ça change, elles sont moins financent crédibles. moins. Alors, c'est toujours, je ne sais plus qui parlait du complexe de l'imposture. Bien sûr, elles sont tout aussi crédibles, tout aussi légitimes, tout aussi compétentes, mais elles osent peut-être moins par rapport à un homme quand elles vont défendre leur business model ou leur projet. Elles vont parfois peut-être présenter toutes les données du sujet, et donc y compris les risques, parce qu'elles peuvent être peut-être plus prudentes et plus réfléchies. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que statistiquement, les levées de fonds, même si ça progresse, et c'est quand même très encourageant, sont quand même inférieures à celles des hommes. Et puis le troisième sujet, moi, qui m'interpelle aussi un petit peu, c'est, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, qui est évidemment ce qui révolutionne dès maintenant, mais qui va révolutionner encore tous les aspects de la vie. On l'a vu tout à l'heure avec la sociologue Sandrine Catla, là, qui déroulait toute la journée. C'est qu'en fait, derrière l'intelligence artificielle, il y a les algorithmes, évidemment, et des algorithmes, ça s'écrit. Et donc ça s'écrit à partir de mots et à partir de données qui peuvent véhiculer les stéréotypes aussi. Donc il faut faire très très attention à ça pour ne pas reproduire, pour que les algorithmes, et je dis ça parce qu'il y a eu plusieurs articles décrits sur ces craintes possibles, donc il faut faire attention à ce que les algorithmes eux-mêmes, qui après vont conditionner les applications guidées par l'intelligence artificielle, ne reflètent pas et ne véhiculent pas ces stéréotypes. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait de plus en plus, plus il y aura de mixité, plus il y aura d'équilibre, plus il y aura de femmes qui seront aux commandes, y compris du code, et qui écriront les algorithmes, mieux ça sera. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui ont en général plus conscience des risques liés aux nouvelles technologies que les hommes? Elles ont une vigilance peut-être plus grande sur tous ces sujets? Je ne sais pas, on peut pas affirmer ça. Moi, je trouve, c'est toujours difficile. On ne va pas dire les hommes et les femmes sont plus ceci ou plus cela. Ce qui est sûr, c'est que les femmes, elles sont extrêmement polyvalentes dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois capables de s'enthousiasmer, de voir ce que je disais tout à l'heure, d'appréhender, de présenter toutes les opportunités, mais aussi, effectivement, d'être consciente des risques. Et dans le numérique, ça commence quasiment à la naissance. Enfin, heureusement, non, mais presque. Et ça va très loin. Donc les femmes qui, évidemment, sont, et ça, c'est pas un stéréotype de le dire, mais qui sont qui passent plus de temps et qui sont avec leurs enfants vraiment extrêmement vigilantes, ont aussi cette première vigilance à avoir par rapport au numérique et donc les risques. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours cette formule en tête qui est qu'on a peur de ce que l'on ne connaît pas.
Et quand on connaît, eh ben on appréhende un peu moins. Et donc les femmes, elles s'informent, elles regardent et elles sont capables effectivement d'identifier les risques et les opportunités. Et les risques en matière de numérique, c'est notamment tout ce qui est ce qu'on appelle la protection des données personnelles et tous les risques effectivement sur la privacy. Le thème de cette journée, c'est construire un monde meilleur. Vous avez parlé de ces 3 enjeux, l'éducation, la dimension éthique, peut-être aussi un enjeu important autour de l'engagement. Voilà, c'est aussi le numérique. On peut être femme digitale dans de très nombreux pays aussi, où les médias sont muselés, où la démocratie n'existe pas. On a eu tout à l'heure le témoignage de cette jeune femme tunisienne qui disait à l'époque c'était la dictature, aujourd'hui, bon, c'est différent. Voilà, c'est aussi un rôle très important, ces femmes digitales aux 4 coins du monde. Oui, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui existait déjà il y a 10 ans. Et en fait, moi, les femmes, dans mon bouquin, je les avais placées dans des îles. J'avais fait l'île de la transmission, qui était dans le domaine éducatif. J'avais fait l'île du business. Et j'avais une île que j'avais appelée l'île de l'engagement. Parce que déjà, j'avais rencontré un certain nombre de femmes qui vivaient leur numérisation, leur digitalisation, dans un engagement. Alors, soit dans un engagement au service de la liberté ou du militantisme, effectivement, dans certains pays. Je me souviens, j'avais parlé notamment d'une blogueuse iranienne. Et donc, aujourd'hui, effectivement, par exemple, en la Tunisie, pendant le printemps arabe, il y a eu une jeune femme, d'ailleurs, qui a gagné le prix de la Fondation Chirac pour la paix, qui s'est battue en Tunisie avec un blog. Cet engagement militant au service de la démocratie, c'est très important. Mais l'engagement, c'est aussi, et on l'a vu encore aussi tout à l'heure, dans tout ce qui va faire la société de demain, c'est-à-dire la société du développement durable, qui m'est particulièrement cher à mon cœur compte tenu de mes activités, mais c'est l'économie collaborative, c'est l'économie circulaire, c'est ça quand on s'engage. Et c'est vrai que les femmes, en fait, elles utilisent le numérique comme un outil au service d'un engagement, quel qu'il soit, et qui est cet engagement de lien. Et en fait, tout simplement parce qu'elles ont besoin, alors je ne dis pas plus que les hommes, parce qu'avec les hommes, elles ont besoin de sens. Et je crois que ce mot est très important. Quelle place pour les hommes, justement ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais quelle place il faut, ou les hommes doivent prendre ? Enfin, moi, je pense que toute leur place. Il faut qu'ils aient leur place. Moi, je trouve ça très important de militer, de promouvoir et de faire des journées femmes digitales. Mais les hommes ont aussi leur place. Une société idéale, c'est une société de mixité, à mon avis, une société d'équilibre. Moi, j'aime bien une phrase qui était dans un livre d'une journaliste qui a dirigé le magazine Elle, dont je suis très proche aussi, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Pour en finir avec la femme et non pas les femmes », et qui était, sa phrase disait « Il est temps d'en finir avec les mythes et de replonger dans l'épopée, celle des conquêtes et du partage, aux côtés des hommes, ni meilleur ni pire, mais pour le meilleur ». Et ça, je trouvais que c'est une belle phrase. Et ce matin, Roxane Varza, la jeune femme qui dirige la station F de comment il s'appelle Aidez-nous, parce oui, que... voilà. Merci. J'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, je vous aide pas. Elle disait elle rappelait les hommes qui l'ont aidée. Et c'est vraiment très important parce qu'effectivement, elle était tout à fait reconnaissante. Et l'inverse peut se faire aussi. Je veux dire, des hommes ont besoin aussi des femmes. Donc moi, je crois beaucoup à la mixité. Fabienne, ça va. Voilà. J'ai retrouvé le nom qui m'échappait. La femme digitale, donc parue en 2008. Nous sommes en 2017. Quel titre pourrait avoir le livre que vous écririez peut-être en tout cas, ça me donne très envie de continuer parce que je trouve qu'il y a des personnalités, des portraits, des parcours, des aventures vraiment extraordinaires. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, je dirais, je ne sais pas, peut-être la femme connectée pour deux choses. Parce que connectée, dans connecter par rapport à digital, il y a vraiment la connexion aux autres. Et je pense que c'est ça qui est vraiment... capital dans tout ce qu'on a entendu, c'est ce lien. C'est Sandrine aussi Dominguez tout à l'heure qui a parlé du lien. Donc c'est la connexion aux autres. Mais dans connecter, je dirais connecter, virgule, déconnecter. Parce que je disais d'ailleurs dans la conclusion du livre, je disais peut-être que dans 10 ans, j'écrirai un livre qui s'appellera La femme déconnectée parce que ras-le-bol aussi de temps en temps. On a besoin aussi de se déconnecter, ça fait du bien. Et de lire un livre et de quitter ses écrans. Et puis, je mettrai virgule,
reconnecter après, comme l'a dit la jeune femme danoise tout à l'heure, en disant qu'on a besoin aussi de se reconnecter, mais là pour le coup de se reconnecter à l'essentiel. Donc être connecté, savoir se déconnecter et se reconnecter, voilà, ça serait peut-être un nouveau livre, peut-être. Au plaisir de le lire en tout cas. Merci beaucoup Isabelle Juppé, merci.